Bienvenue sur le podcast Camille parle sexe. Alors, l'éveil du masculin est au cœur de ton travail et c'est d'ailleurs l'intitulé de cette série du mois de janvier. Pour toi, tout de suite, là, si on y va franco, quelles sont les difficultés les plus courantes que tu rencontres chez les hommes que tu accompagnes? Salut Camille, content d'être avec toi aujourd'hui sur le podcast. C'est une très bonne question. Il y a beaucoup de difficultés et principalement, tu vois, moi quand je fais des retraites masculines, il y a souvent la relation de couple qui vient avec aussi la perte d'intimité. Quand ça fait tout simplement depuis un moment que tu es avec ta partenaire, il y a aussi le manque de compréhension au sein de la relation de couple et bien sûr les problèmes au niveau de la sexualité, notamment au niveau du désir, de la libido, des frustrations et aussi des projections qu'on peut faire sur nos partenaires avec les conditionnements qu'on peut avoir mais qui peuvent créer une forme de pression et de redevabilité, ce qui fait que ça va créer au bout d'un moment des conflits et des tensions en fait au sein de la relation de couple. Donc ça c'est une des grandes problématiques que je vois qu'en général, tu vois, sur un cercle d'hommes de 18 hommes, il y a au moins 10 ou 12 hommes qui viennent en partie pour leur relation de couple, pour retrouver une bonne posture et retrouver quelque chose de juste. Et après, tu as des problématiques qui seraient plus sur les insécurités masculines, le fait d'arriver à prendre sa place dans la société, une fois de plus dans le couple, mais aussi arriver à se libérer un petit peu de toutes ces injonctions, de tous ces conditionnements, et arriver à trouver quelque chose de juste pour soi, pour avancer dans son métier, dans ses relations. OK, super intéressant et donc du coup, ce que j'entends aussi, c'est que les hommes qui font cette démarche-là sont parce que tu disais, voilà, ils sont à la recherche d'avoir la meilleure posture, d'être plus justes dans leurs relations, donc c'est déjà des personnes qui se questionnent, ont envie d'être, meilleures, hein, si je peux dire, mais on voit une différence entre, des fois certaines personnes et certains hommes qui ne se remettent pas du tout en question et ceux qui le font. Pour toi, là, comme ça, quelle est la différence? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui se remettent en question? Je pense qu'on arrive tous à un moment de notre vie où on a comme des chutes, des épisodes qui sont assez difficiles, qui nous font souffrir. Et il y a ce moment où en fait tu prends conscience que tu as besoin de les affronter, tu as besoin aussi de nommer les douleurs et d'en parler, d'être dans une forme de vulnérabilité mais aussi de responsabilisation pour aller de l'avant. Et tu as des hommes qui aujourd'hui osent regarder ce qui est un petit peu douloureux, ce qui fait mal, ce dont on a du mal à assumer, ce dont on n'est pas fier. Et puis tu as d'autres hommes qui sont pas forcément prêts ou qui n'ont pas forcément encore l'appel et qui tout simplement vont pas le mettre en conscience, en fait, le mettre en lumière et se réveilleront peut-être plus Mmh. tard. Et est-ce que tu penses derrière ça pour, ceux qui ont des fois du mal à assumer ou qui, ferment la porte un petit peu, est-ce qu'il y a des peurs derrière tout ça en fait ou c'est autre chose? Je pense qu'il y a des peurs. Alors, tu as le conditionnement et notamment chez les hommes qu'un homme, ça, voilà, ça doit être fort. Tu vois, récemment, j'ai vu une vidéo là sur Instagram, un Reels qui passait d'un homme qui a eu une forme d'harcèlement au travail et qui expliquait qu'à chaque fois qu'il expliquait à son patron qu'il était fatigué, que ça allait pas, qu'il prenait plus de temps pour lui, son patron en gros lui disait mais t'es un homme, ça va aller, tu prends Mmh. une nuit de sommeil et demain t'es en forme et puis on avance. Donc il y a un conditionnement qui fait qu'on a parfois du mal à oser être vulnérable ou à engager tout simplement une thérapie ou un suivi pour travailler sur soi. Et tu as aussi vraiment la partie de se confronter un petit peu à nos démons. Ça fait toujours peur de se dire: «Il y a des démons qui sont cachés, je vais aller les réveiller» et c'est des choses avec lesquelles je suis pas à l'aise. Ça va me rappeler peut-être des blessures que j'ai subies quand j'étais plus jeune avec, mon père ou avec ma mère Ouais. et me confronter à ça, ça me fait peur et je préfère d'une certaine façon les procrastiner ou les repousser. Mmh. Oui, tu as raison, hein, le conditionnement dans nos sociétés fait que c'est très dur pour les hommes. Bah, il y a jamais eu cet apprentissage, hein, de mettre des mots sur les émotions ou quand il y a eu peut-être, hein, les premières expressions d'émotions comme les pleurs, comme peut-être la colère aussi ou ce genre de choses, c'est, «Non, tu fais pas ça» et on coupe court ou comme tu disais, là, le patron qui dit, «Stop, tu es un homme, je m'en fiche de tes émotions et réfrène tes émotions». Heu Complètement, en fait, c'est verrouillé et puis, en fait, comme l'espace n'est pas autorisé, tu peux pas te le permettre et tu vois, si, par exemple, dans le passé, quand tu as grandi avec tes parents et que ça a pas forcément été reconnu à la maison ou que ton hypersensibilité ou ta sensibilité, tout simplement, n'a pas été reconnue, tu peux pas te la permettre ou même tu penses que c'est quelque chose de mal qui n'a pas sa place, donc tu auras tendance à le refouler en toi. Ouais, un espace qui n'est pas autorisé, ça c'est super intéressant et du coup, ce qui fait que en séance ou même dans les relations de couple, hein, ça va parler aussi, on rencontre beaucoup d'hommes qui ont du mal à mettre des mots sur leurs émotions, sur leurs ressentis corporels, hein. Souvent ça se limite à: «Je vais bien» Ouais, ou «Je vais pas bien» ou «Je me sens bien», «Je me ça sens va. pas bien». Mais dès qu'il faut creuser un peu, là, c'est vraiment le flou. Et donc pour un homme qui se sent déconnecté de ses sensations corporelles, de ses désirs ou qui a du mal à exprimer ses besoins, pour toi, quelles étapes tu pourrais recommander, justement pour pouvoir s'exprimer, être plus en phase avec lui-même et peut-être aussi, plus respectueux des fois avec lui déjà et les autres? Ouais, c'est une très bonne question. Moi, de mon expérience, j'aurais tendance à dire la 1re step, c'est sûrement une prise de conscience et de pouvoir nommer
et nommer ce qui n'est pas forcément évident, même nommer ce que je n'arrive pas forcément à exprimer, même le fait de pouvoir connecter à mes ressentis ou le fait de me sentir tout simplement anesthésié de mes émotions. La deuxième chose qui peut aider, alors bien sûr, c'est de se cultiver par rapport à ça, c'est d'entamer une démarche de recherche. Et on peut aujourd'hui, avec les livres de développement personnel ou les podcasts, commencer à avoir une première initiation par rapport à tout ça. Mais pour moi, la troisième step, qui est sûrement l'une des plus importantes, c'est de pouvoir expérimenter. Soit par un stage, par exemple, de tantra, soit par un stage de sexualité consciente, ou par exemple par un cercle d'hommes, où tu vas pouvoir expérimenter justement le fait de te réapproprier tes sens, tes sensations corporelles, avec des pratiques parfois comme le bain glacé ou la randonnée en nature, peu importe, mais déjà de remettre en place quelque chose qui est à la fois physique et qui permet un petit peu de forger le lien corps-esprit pour se réapproprier tous ces ressentis. Et je pense qu'il y a vraiment une chose qui est importante dedans, c'est vraiment le climat de sécurité. C'est-à-dire que si un homme se sent pas en sécurité, il aura du mal justement un petit peu à franchir le cap et à se dévoiler et à être vulnérable. Donc il a besoin de se trouver en sécurité avec des personnes avec qui il fait confiance. Et c'est pour ça que parfois, tu vois, il y a dans la relation de couple, parfois tu as des femmes qui veulent pousser leur conjoint à tout prix pour qu'il change et qu'il puisse être plus communicant et que la relation évolue vers du mieux. Et parfois, ça peut braquer la personne. Si elle se sent pas en sécurité parce que la vulnérabilité n'a jamais été autorisée ou exprimée, ça peut être difficile. Donc là, j'aurais une position qui est ne pas chercher à faire changer la personne, autant être plutôt exemple et le faire pour soi, et par extension se dire que ça va rayonner sur l'autre personne, mais se dire que parfois, et je le dis souvent, le printemps masculin est beaucoup plus lent à venir que le printemps féminin. On le voit aujourd'hui, tu vois, sur les offres, par exemple, de retraite ou de séminaires, il y a beaucoup de choses qui sont proposées aux femmes. C'est tout doux et tout timide pour les hommes, mais c'est en train d'évoluer. C'est en train, ça va exploser, on le sent. Et puis tu es du coup dans la vague à offrir tout ça. Je reviendrai sur justement le couple, mais déjà pour résumer ce que tu as dit dans les 3 points. Premier point, prendre conscience. Donc juste se dire, en fait, se poser la question, là, si vous êtes en train d'écouter ce podcast, de vous dire, est-ce que j'arrive à nommer vraiment ce que je ressens? Là, si je fais une pause, comment je me sens dans mon corps? Je me sens bien. Non, mais Ouais. plus concrètement, est-ce qu'il y a des tensions? Et si oui, quelle partie du corps? Ou est-ce qu'il y a de la légèreté ou de la lourdeur? Quelle partie du corps? Ah bah c'est un peu flou, je sais pas comment dire, j'arrive pas à me connecter. Ok, prendre conscience que j'ai peut-être du mal, c'est la première étape. Ensuite, de s'informer. Effectivement, il y a plein maintenant d'informations, d'éducation autour de ça, donc les pages YouTube, Instagram, les blogs, les podcasts, etc. Et troisième point qui est super important, qui est d'expérimenter à travers les stages, les cercles d'hommes, de la thérapie individuelle et thérapie de couple, j'ajoute ça aussi, Oui, où ça peut complètement. ça peut être aussi chouette, pour pouvoir pratiquer. Parce que ça va pas se faire du jour au lendemain, effectivement, ça va secouer, hein, sûrement aussi les premières Ouais. fois. Et puis tu disais, le climat de sécurité est super important. Et c'est vrai qu'en thérapie de couple, même chez les couples où je vois il y a du respect, de la bienveillance, en fait, des fois, la manière de communiquer, il n'y a pas assez d'espace. Ou même l'homme va commencer, et la même chose, on pourrait voir l'inverse, mais là, comme on s'adresse aux hommes, où l'homme va commencer à faire un petit début de phrase très timide sur comment il se ressent, et la femme ne va pas forcément écouter totalement aussi, va Ouais. des fois rebondir, ou va des fois dire « Ah mais non, mais en fait, je me suis pas du tout sentie comme ça ». Et donc, c'est vraiment aussi en thérapie d'essayer de ralentir, dire « Attendez, là, on va laisser l'espace ». Tu vois, tu parlais d'autoriser cet espace, d'autoriser qu'ils prennent un peu de place par rapport aux émotions. Les hommes prennent beaucoup de place sur plein d'autres points. Donc ça, c'est aussi des éléments à travailler. Mais si on veut qu'ils puissent s'exprimer sur leurs émotions, il va falloir créer cet espace qui est tout nouveau pour eux, qui est apeurant, qui est pas évident. Et c'est pas évident en face aussi quand on a cette habitude, cette facilité d'exprimer nos émotions Cette et on facilité, ouais. est comme ça, on peut aller super vite. Il va falloir ralentir, nous, du côté des femmes, là, dans les couples hétérosexuels. C'est ce que j'allais dire, en fait, parfois tu peux avoir une sorte de sentiment d'impatience parce que ça fait depuis longtemps que tu es avec la personne et tu es avec une personne qui a tendance à rester un peu en mode cocotte minute, donc il y a un moment où tu en as un petit peu marre et tu veux que les choses accélèrent et tu peux projeter bien sûr cette impatience et braquer ton partenaire avec des reproches, et c'est toujours revenir un petit peu au niveau du couple et se dire qu'en fait, en tant qu'homme et femme, souvent on a des fonctionnements différents, notamment au niveau de la communication, là où une femme va, alors c'est pas, il faut pas stigmatiser, se dire les femmes sont que comme ça et les hommes sont que comme ça, mais là où une femme va se permettre peut-être une communication plus dans le verbal et dans le détail, l'homme aura peut-être une communication non verbale par rapport à une même situation. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à en fait comprendre, parce que on fonctionne pas de la même façon, et c'est pas parce que parfois on va pas forcément communiquer avec les mots qu'on n'est pas forcément en train de communiquer. C'est tout à fait juste. Et là, j'ai un exemple pour démontrer tout ça. Là, c'est un couple hétérosexuel d'une 60aine d'années. Et
et en fait, de manière inconsciente, un peu ce qu'ils se disaient, mais ils n'arrivaient pas à l'entendre, c'est que la femme, elle disait: «Parle-moi dans l'intimité, dans la sexualité, j'ai envie que tu me dises ce que tu veux et cetera et Ouvre-toi. voilà, ouvre-toi» et lui disait: «Guide-moi, j'ai envie que tu me montres». Parce que je suis plus à l'aise avec le fait de guider plutôt que d'exprimer. Donc, en fait, c'est aussi, plutôt que se cantonner sur: «Il faut absolument que tu me guides et pas que tu me parles» ou «Il faut absolument que tu me parles et pas que tu me guides». C'est plutôt, encore une fois, un peu comme les langages de l'amour, comment on peut essayer de s'adapter au langage de l'autre aussi, et de venir Ouais. trouver un chemin d'entente, pour ouvrir les portes à vraiment plus de possibilités. Ouais, mais tu vois, je le dis souvent, c'est important de ne pas chercher à interpréter ou extrapoler ce que pense ou ce que ressent l'autre personne, parce que souvent on peut faire fausse route, parce que ça part de notre prisme et souvent de nos besoins. Mais déjà s'adresser à lui et lui demander bah, c'est quoi tes besoins, ou qu'est-ce qui te permettrait de pouvoir les exprimer tout simplement, et de te sentir en sécurité, c'est déjà un bon Mmh. départ. Et là, je suis sûre qu'il y a des femmes qui diraient: «Mais moi, je lui demande à chaque fois: "Qu'est-ce que tu veux? De quoi tu as besoin?"» et en fait, bah, je me retrouve face à quelqu'un, pop, comme un mur, il me dit rien. Comment là, si, des hommes nous écoutent et nous disent: «Bah, ouais, c'est un petit peu moi, plus, voilà, elle me demande et en fait, je sais pas quoi dire, je suis bloquée, je sais pas quoi répondre». Qu'est-ce qu'on pourrait, leur conseiller? C'est une très bonne question. Tu vois, j'aurais tendance à dire déjà, c'est de revenir à soi et de voir comment moi, en tant qu'homme, je peux l'exprimer. Est-ce que c'est par exemple, en fait, tout simplement en disant pause et je vais prendre un temps et je vais aller marcher et respirer un coup et revenir à moi et peut-être formuler ce dont j'ai besoin de formuler. Est-ce que je vais peut-être dire, bah là, c'est pas forcément le moment parce que je suis pas forcément réceptif ou disponible, et en fait, j'ai besoin d'un temps pour y penser. Là où les femmes peuvent être impatientes et vont se dire, ah mais je comprends pas, c'est simple, tu pourrais juste me l'exprimer maintenant. Et si ça a besoin d'être, je sais pas, écrit ou d'être Mmh. médité, peu importe en fait la technique, le tout c'est de trouver quelque chose qui est approprié à soi, mais qui permet d'aller à la rencontre de l'autre. Et ça, là, j'ai envie de le déposer. Il y a quand même aussi un engagement, c'est-à-dire un pas à mettre en place de la part des hommes pour se dire que, en fait, si la relation de couple a besoin d'évoluer, c'est toujours dans l'intimité qu'on permet à la relation de couple d'évoluer. Et si à un moment il n'y a pas de connexion, il n'y a pas d'échange et il n'y a pas un minimum d'authenticité sur ce qu'on ressent et ce dont on a besoin, il y a un moment, bah, on est tout simplement face à des murs, dans des mondes complètement différents, et on n'arrive pas à se retrouver, et puis on n'arrive pas à avancer Mmh. ensemble. Et quand tu veux dire c'est dans l'intimité, c'est quoi exactement toi? Tu quoi par intimité? Par intimité, tu vois, j'entends à la fois, bah, sécurité, pour le coup. C'est-à-dire que je me sens, je suis vu, je suis reconnu, je sens que je peux me déposer dans cet espace et que je peux, parler librement, qu'on va pas me projeter quelque chose ou qu'on va pas me reprocher quelque chose ou qu'on va pas me juger pour être une partie de moi ou, pour exprimer, tel et tel besoin, en fait. Donc ça partirait déjà de la sécurité, mais ça partirait sur, bah, en fait, il y a la vie, et on va dire, il y a l'extérieur de la maison, il y a peut-être les facettes que j'ai ou les rôles que je peux prendre avec les personnes qui sont autour de moi, et puis il y a l'intimité, il y a la maison, c'est là où je peux finalement être le plus à découvert parce que je suis avec la personne avec qui je fais ma vie. Donc s'il y a bien une personne qui peut me connaître de bout en bout et à qui je peux vraiment exprimer mes besoins et qui je suis ou mes limites, c'est bien cette personne. Ouais et c'est vrai et c'est souvent, les hommes aussi, en séance vont dire: «Bah, moi, en fait, il y a qu'à elle que je dis tout ça» et c'est déjà beaucoup, souvent pour eux. C'est déjà bien. C'est déjà bien et c'est vrai, parce que souvent aussi, hein, pareil, là, les partenaires on parle beaucoup de couples hétérosexuels, désolée, mais les partenaires, féminins, là, pourraient dire: «Bah, moi, en fait, je crois qu'il parle pas de ça à d'autres personnes. Je sais pas s'il en parle à ses amis. J'ai l'impression que je suis la seule personne». Souvent, c'est le cas. Ouais, c'est le cas, et tu vois, en cercle d'hommes, j'ai souvent des hommes qui viennent et qui me disent, tu vois, les sujets qu'on aborde, par exemple, en cercle d'hommes, sur la sexualité, l'intimité ou sur le couple, c'est des choses que j'aborde pas forcément avec mes compagnons de boulot. Parce qu'il y a une forme de timidité par rapport à ça, où on va parler plutôt d'immobilier ou de performance ou de ce qu'on a mangé à midi ou de sport qu'on va faire après, parce que c'est pas forcément, bah, l'espace n'est pas forcément non plus créé en fait à Mmh. l'extérieur avec les hommes, donc ou avec les femmes. Donc Ouais. c'est une fois de plus quand tu es à la maison, c'est là où tu peux te le permettre, et quand tu te le permets à la maison, derrière tu peux l'étendre et en parler avec des amis ou avec d'autres personnes qui vont être Mmh. réceptives. L'espace, intime et de connexion, c'est on sait qu'il y a des espaces, encore une fois, où c'est autorisé et on peut le faire en toute authenticité, en toute vulnérabilité, on va pas être jugé. D'autres espaces où on sent que c'est pas le Ouais, lieu et peut-être qu'effectivement où ça va déranger, ou que ça c'est va pas à sa place. déranger ou qu'en fait, ça va être pris à la rigolade et ça risque de plus blesser, qu'autre chose. Hem Et tu vois, on parlait des projections et depuis MeToo, j'ai pas mal d'hommes aussi, silencieux un petit peu sur ce sujet-là et surtout dans les écarts de désir où, là, c'est plutôt, l'homme qui a le plus de désir, mais se retrouve dans une position où il a très peur d'être perçu comme un violeur, comme un agresseur, qui dit: «Bah, du coup, j'ose plus, je préfère pas initier, j'ai vraiment pas envie qu'elle croie ça de moi, j'ai pas envie d'avoir cette image de moi» et ils ont très peur, en fait, de ça. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? C'est un très bon sujet.
Il y a ce moment où en fait tu peux un peu t'anesthésier de ta posture masculine qui va aller de l'avant et qui va aussi créer de la tension dans la relation de couple. Et tu peux tomber dans une posture totalement passive, un petit peu d'homme-enfant ou d'homme qui se prend plus forcément en charge, qui en fait devient aussi peut-être dépendant de la relation de couple et qui attend que l'autre prenne des décisions ou crée le cadre pour l'intimité. Le problème, c'est que ça marche pas comme ça. Mmh. Le problème, Ça c'est marche qu'il y comment? a ce moment où en fait tu as besoin de trouver quand même une posture juste, c'est-à-dire le but, c'est pas de te couper de tes qualités masculines et de te dire: «Je fais plus de pas en avant parce que j'ai peur que ça braque ma partenaire». En fait, tout dépend de comment tu le fais. C'est vrai que si elle sort de la salle de bain et que pour toi, c'est une invitation au sexe et que tu le projettes sur elle et que tu viens prendre sur son corps sans son consentement, elle peut te traiter, de personne libidineuse ou de prédateur et c'est carrément à sa place. Donc après, c'est à toi de faire le travail et de te remettre en question et de trouver quelque chose de plus juste. Par contre, te couper de ton désir, de ce que tu ressens pour elle et ne plus l'exprimer, là, on est aussi dans un autre extrême. Oui. Donc finalement, c'est se dire qu'est-ce qui serait équilibré, ce qui serait juste, me permettre d'exprimer à ma partenaire quand je ressens du désir pour elle, sans me dire que ça va déboucher sur quelque chose ou que j'attends quelque chose d'elle. Ça va être aussi quand je sens que par exemple j'ai des pulsions, que j'ai du mal à gérer ma frustration parce que peut-être on n'a pas eu de rapport sexuel pendant un moment, c'est déjà bien de le nommer pour soi, de le reconnaître, voir si je peux mettre en place des pratiques. Moi, je travaille beaucoup avec le Tao et la transmutation sexuelle qu'on peut mettre en place en tant qu'homme pour remettre de la conscience sur ton énergie sexuelle, arriver un petit peu à la transmuter, la canaliser et la mettre aussi dans d'autres projets. Mais il y a aussi le fait de se connecter à sa partenaire. Est-ce qu'elle est réceptive? Est-ce que c'est le bon timing? Est-ce qu'elle est en train de prendre en charge plein de besoins de la famille, ce qui fait qu'en fait, elle n'est pas dans sa réceptivité parce qu'elle est en train de faire tout simplement et j'ai pas forcément accès à elle. Donc c'est aussi se connecter à soi, se connecter à sa partenaire, prendre un petit peu la température, mais ne pas s'empêcher d'exprimer son désir. Mmh. Pour moi, je le dis à chaque fois, le désir, c'est un élan de vie. Le désir, il est sain, c'est tout dépend de ce qu'on en fait. Mmh. Mais même à l'extérieur de la relation de couple. Ouais, totalement et on va revenir sur la frustration et effectivement, des fois la technique, hein, que là les personnes qui ont le plus de désir vont faire, que ce soit homme ou femme, c'est qu'au bout d'un moment se dire: «Bah, en fait, je vais plus exprimer mon désir» et comme ça l'autre, je lui laisse tout l'espace et comme je te rejoins, je trouve pas ça très sain non plus. C'est important que, il y ait l'espace, hein, pour pouvoir l'exprimer mais par contre, effectivement, quand j'exprime mon désir, en face, c'est peut-être pas bien entendu, pas bien perçu, ça crée des tensions et donc c'est important de pouvoir travailler ça des fois aussi en couple pour que la personne en Oui, face n'ait plus peur de l'expression du désir de l'autre aussi. Hein, qu'on soit pas complètement. obligé de faire quelque chose, une action quand quelqu'un exprime un désir. C'est aussi ça parce que souvent aussi, et tu me diras ce que tu en penses, je pense que les hommes, on leur a appris que dès qu'il y a une érection, il faut en faire quelque chose, il faut faire une action. Donc se masturber ou le mettre dans un vagin. Et les hommes n'ont pas vraiment appris à, de se laisser traverser par l'érection, l'excitation. Donc on n'est peut-être pas obligé de mettre en place des actions, mais on peut juste être avec ça. Complètement. Tu sais, quand tu as, par exemple, une érection, alors l'homme est très calibré sur le schéma, tu sais, sur les Oui. hérotypes, sur le schéma de la performance, sur le schéma sexuel. Donc, dès que, en fait, j'ai une érection, on a besoin d'avoir un acte, on a besoin d'avoir une jouissance, un orgasme, et ça vient valider un petit peu notre schéma, ce qui n'est pas forcément le schéma de notre partenaire. Donc, déjà, c'est aussi un petit peu mettre en conscience ces schémas et savoir quels sont nos propres schémas vraiment, et pas se limiter à un, mais savoir aussi quels sont les schémas de ma partenaire pour aussi avoir une rencontre entre ces différents schémas. Puis, alors attends, je pars en arborescence quand je commence à avoir trop d'idées, Là, j'ai je me trop suis dit, ouais, d'informations en que tu tête. avais pas mal d'idées, ça fusait. Mais voilà, tu vois, pour moi, c'est déjà de revenir un peu aussi en présence dans son corps et revoir aussi son appareil génital, pas comme un vulgaire outil. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai une érection que tout de suite je dois éjaculer ou en faire quelque chose. C'est une énergie qui est en train de circuler en moi. C'est bien de l'apprécier aussi et c'est bien d'avoir, je dirais, une forme de maîtrise et pas de contrôle par rapport à ça. Quand je dis contrôle, c'est à tout prix, il faut que j'en fasse quelque chose, mais une maîtrise je ressens cette énergie, elle me circule, je peux l'apprécier, je peux avoir de la gratitude pour ça, je peux avoir de la reconnaissance, je suis bien en vie. Et ça ne veut pas dire que tout de suite, je dois aller attendre quelque chose de ma partenaire. S'il y a un désir, je pourrais peut-être l'exprimer un peu plus tard, quand elle sera un peu plus réceptive. Et une fois de plus, ce qui va primer dans la relation de couple, c'est quand même le consentement. Donc, faut-il encore qu'elle soit aussi consentante. Et il y a toujours, tu vois, moi, je le dis, ce besoin de se connecter énergétiquement à sa partenaire, mais même de voir l'énergie qu'on projette. Parce qu'une fois de plus, si je projette une énergie de mec Mmh. frustré, un peu libidineux, ou qui est en train d'être un peu passif-agressif avec des reproches parce qu'il attend quelque chose, Ça donne pas c'est envie. tout à fait normal que la femme se verrouille ou l'homme en face se verrouille à côté. Si par contre je le fais avec une énergie d'adulte juste, où j'exprime juste mon besoin sans mettre de la pression et que je me permets en fait voilà cette libre expression, on n'est pas du tout sur le même calibre en fait, on n'est pas du tout sur la même énergie qui est Mmh. projetée. Et totalement et c'est souvent ça et ils le réalisent des fois quand on leur pose la question et voilà, quand vous faites ça, quelle est l'image que vous dégagez? Bah oui, en fait, de où vous partez? Bah, je pars d'un manque, d'une frustration, je sais d'avance qu'elle va me dire non, qu'il va me dire non et en fait, je suis déjà dans un mauvais mood
bah, du coup, ça crée pas une énergie, où on a envie de se dire: «Allez hop, on saute dessus» et non, donc aussi, les personnes peuvent créer ça. Donc c'est important aussi que, Ouais. de nourrir ce désir, de partir quand on exprime un désir à quelqu'un, de partir d'une place où on se sent déjà, nourri, plein, plutôt que vide, déjà. Ouais, ouais, complètement et alors, tu vois, là, j'ai beaucoup de choses qui viennent en tête. Souvent, en fait, ce désir, quand on va être en état de manque ou de frustration, on va avoir tendance à le juger et puis comme on est dans des scripts, parce qu'il y a des antécédents et que c'est une situation qui se reproduit peut-être depuis, des années, tout de suite, on se dit: «Bon, bah, de toute façon, je vais être frustré, ça va être un non» et parfois, on peut aller se pencher vers de la pornographie pour aller transmuter ce désir dans une voie, différente et c'est là où, parfois, on va être en perte d'intimité dans sa relation de couple parce qu'on va créer une intimité avec soi-même. Alors, on peut avoir une intimité avec Mmh. soi-même et c'est important, c'est nécessaire, mais il y a une différence entre: «Je suis frustré, je vais prendre mon Doliprane et je vais déverser dans la pornographie» de je vais avoir un moment avec moi où je vais prendre le temps de me caresser, d'être en masturbation consciente et de peut-être même faire un travail de respiration et de voir comment je peux un peu canaliser mon énergie et comment je peux aussi être en présence avec moi-même sans être dans l'attente d'éjaculer tout simplement. Et puis, une fois de plus, il y a la troisième voie de pouvoir l'exprimer à sa partenaire, mais avec une posture qui est Mmh. juste. Ouais, c'est souvent la question aussi, que je pose aux hommes, par rapport à la masturbation. C'est aussi, est-ce que c'est un moment pour soi, de bien-être, un moment où c'est ma bulle, quoi, c'est mon moment à moi et donc j'en ressors satisfait, j'en ressors s voilà, je c'est du un moment de plaisir ou c'est un moment un peu, je suis frustrée, je suis en colère et en plus une fois que j'ai fini, bah, je suis encore plus frustrée, je suis encore plus en colère, j'ai honte ou Je me je sens mal. culpabilise. Voilà, il y a 2 approches qui sont, totalement différentes et qui peuvent être évidemment, travaillées pour mettre plus de conscience et de satisfaction aussi dans la sexualité. Et là, justement, pour, continuer sur la frustration, parce que c'est une question que beaucoup d'hommes aussi vont se poser, c'est: «Que faire de ma frustration sexuelle en tant qu'homme?» Parce que cette question, elle est quand même au cœur des écarts de désir dans les couples hétéros et gays. OK. Alors, elle est trop bien ta question parce qu'en fait, c'est et j'en parle souvent avec ma partenaire, souvent quand on est un homme, on se dit: «Voilà, je suis frustré, j'ai de la frustration sexuelle», mais on prend pas le temps de regarder de l'autre côté. Des femmes qui se sentent pas forcément comprises et qui ont aussi une misère sexuelle énorme, en fait. Souvent, on pense un petit peu qu'à notre tronche et on se dit: «Ouais, j'ai de la frustration», ou «Jérôme, il a eu, 5 fois il a fait 5 fois l'amour avec sa partenaire cette semaine. Moi, j'ai l'impression que j'ai pas fait, l'amour même, 1 fois, je suis dégoûté, je suis en train de me mettre en comparaison». Déjà, c'est un petit peu se rappeler que en fait, quand il y a de la frustration d'un côté, en général, il y a aussi de la frustration de l'autre côté. Soit parce qu'on a une partenaire qui se verrouille, qui est plus réceptive, qui est coupée de son désir, ou qui n'a plus forcément envie de faire l'amour avec nous car on s'y prend très mal, ou on est que à l'écoute de nos besoins et pour le coup, on n'est pas à l'écoute du tout d'elle et ça crée une forme de frustration de ce côté. Donc c'est important de, je ne vais pas dire de partager la frustration, mais de se dire que bah, chacun on a un pas à faire à l'avant, mais chacun on a un petit peu aussi à introspecter cette frustration et venir voir bah, qu'est-ce que vient nous dire cette frustration et pas juste c'est un manque de sexe parce qu'on n'a pas fait 5 fois l'amour dans la semaine et pour le coup bah, je me sens frustré, je te le reproche et voilà. Super intéressant. Ouais, ouais. De pouvoir se mettre aussi, parce que c'est ça en fait, souvent on est auto-centré, hein, «Ah là là, c'est la misère, voilà, je j'ai pas la sexualité, dont j'aimerais» et cetera et c'est important de pouvoir l'exprimer, mais effectivement de se mettre aussi, de l'autre côté et puis souvent le travail, avec les hommes, c'est de voir de ce dont ils ont besoin en fait. Parce que finalement, c'est pas qu'une Ouais. question de: «J'ai pas fait, 5 fois l'amour par semaine». C'est pas une question de juste on n'a pas fait de la sexualité, c'est pourquoi en fait je fais de la sexualité? Ouais, C'est parce que je me sens bah, tu vois, connectée à ma partenaire je généralement. me sens connecté à toi, il y a une forme d'intimité, alors qui est visiblement voulue comme ça, plus physique en tout cas chez l'homme, mais il y a cette recherche de l'intimité et cette expression de, bah, en fait, quand je te fais l'amour, j'ai la sensation de t'exprimer mon amour, en fait, d'une certaine façon. Ça veut pas dire que c'est pas valable chez la femme, mais je suis en train de penser à un truc, il faut que je le sorte parce que Vas-y. je suis en train de partir dans tous les sens comme d'habitude. Non, c'est intéressant. Hem, je suis en train de perdre en fait le Ouais. fil, Tu mais disais, je vais en le fait, c'est revenir. aussi, une manière pour les hommes de montrer leur amour et ça, c'est intéressant parce que aussi, tu vois, quand tu disais la frustration sexuelle, c'est intéressant de se pencher du côté de l'autre partenaire qui vit sûrement ça. Mais quand on voit aussi, son homme qui peut être frustré par rapport à la sexualité, peut-être se dire: «Mais en fait, là, il essaie de me montrer son amour» et peut-être évidemment, il y a plein d'autres manières de montrer son amour. Mmh. Mais se dire: «Tiens, ça peut être intéressant». C'est revenu, je te remercie en tout cas. C'est aussi, tu vois, en tant qu'homme, redéfinir sa vision de la sexualité, pour la bonne et simple raison qu'on est conditionné dans une vision, relativement patriarcale, faut le dire. Donc pour le coup, souvent on suit un petit peu ce script, cette vision, sans forcément trop se poser des questions et même parfois on est amené à faire des choses qui finalement, sonnent pas justes pour nous.
ou sont un petit peu désalignés. Donc c'est en fait, dans ma sexualité, finalement, qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que j'attends de moi? Qu'est-ce que j'attends de ma partenaire? Comment j'aime faire l'amour à ma partenaire? Qu'est-ce que je me permets pas, que j'ai du mal à assumer, mais que finalement je peux en parler avec ma partenaire et lui demander réciproquement pour qu'on puisse aussi évoluer. Je pense que c'est hyper important de redéfinir ces visions-là, que ce soit la masculinité, la virilité, la sexualité, parce que souvent on part d'une vision biaisée ou d'une vision familiale qui a été transmise avec parfois des tabous qui nous ont enfermés en fait dans un prisme et qui nous conviennent pas. Donc c'est aussi réexplorer sa propre sexualité, se poser vraiment des questions sur sa propre sexualité et se permettre tout simplement d'en parler et d'être en recherche par rapport à ça. Mais quand je dis d'en parler, vraiment d'en communiquer avec sa partenaire, parce que souvent il y a une personne aussi en face qui a des conditionnements, qui peut être enfermée Totalement. dans des blessures de honte, de culpabilité, de redevabilité. Et quand on se permet l'espace, on le permet aussi à sa partenaire et ça permet de faire évoluer les choses. Mais vraiment redéfinir cette vision de la sexualité. En tout cas, celle qui nous convient, celle dans laquelle on arrive à s'exprimer, qu'on se sent bien et qu'on arrive à aller à la rencontre de notre partenaire. Ouais, et quand on redéfinit notre sexualité, c'est important de prendre vraiment le temps de s'informer. Parce que souvent, on a cette vision déjà, on se dit: «Bah, je sais ce que je veux», mais en fait, elle est assez, restreinte cette vision. Donc déjà, avant de se dire, voilà, on va mettre toutes les cartes sur la table, là, vous allez voir toutes les possibilités et une fois que vous aurez fait ce chemin de cette information, de se questionner: «Qu'est-ce que je veux vraiment?», de me connecter à mes sensations corporelles et cetera. Après, vous pourrez définir votre vision, votre nouvelle vision de la sexualité. On est d'accord? Complètement. Ouais. Et là, il y a quand même une question aussi, comme on est à mi-parcours, on parle pas mal, de couples hétérosexuels et je me demande si, dans tes cercles d'hommes, tu as aussi des hommes gays qui viennent et sinon ou s'il y en a moins, est-ce que parce qu'ils sont déjà dans un éveil masculin, ils ont pas besoin de plus ou au contraire, il y a peut-être pas eu encore cette démarche? Je sais pas, c'est une question que je me pose. C'est une bonne question. Alors, j'ai eu quelques hommes homosexuels dans mes retraites. C'est pas la globalité, je dirais. En général, c'est peut-être 2 ou 3%. Il y a une éveil, notamment au niveau de la sexualité. Il y a une sexualité certainement aussi beaucoup plus libérée, parce qu'elle a été aussi certainement enfermée pendant beaucoup de temps. Et en même temps, il y a peut-être aussi des craintes de se dire: «Je vais me retrouver dans un cercle d'hommes», alors je vais pas dire mixte, mais avec des hommes hétéros et il y a cette peur, mais en fait, tu sais, le fait de faire un cercle d'hommes et de se dire: «Demain, je me retrouve face à 15 hommes et je vais parler de moi, je vais, me montrer tel que je suis là pour enlever les masques et les stratégies et je vais devoir être vulnérable». J'ai toujours un peu peur d'être jugé, en fait, par, les hommes qui vont être en face. Même si je sais qu'on est là pour, des bonnes choses, pour se confronter, mais pour avancer ensemble, il y a vraiment un petit peu cette barrière à l'entrée. Ouais. En tout cas, je le vois comme ça, c'est peut-être une croyance. Peut-être que si demain tu avais des cercles d'hommes pour les Ouais. homosexuels, ça fonctionnerait aussi beaucoup plus de leur côté. Mais en tout cas, de mon côté, pour l'instant, c'est essentiellement des hétéros qui viennent. OK, mais c'est ça, c'est intéressant, parce qu'effectivement, du coup, les hommes, c'est quand même, font partie de la majorité dans une société patriarcale, mais là, dans les groupes d'hommes, bah, les personnes homosexuelles et gays sont une minorité par rapport aux hétérosexuels, Ouais. peuvent craindre l'homophobie, peuvent, craindre que, du coup, il y ait du jugement, des choses comme ça, même si évidemment, tu crées, un cadre de bienveillance et sécuritaire, mais peut-être qu'effectivement, tiens, un petit peu comme la non-mixité, voilà, les hommes et les femmes d'un côté, peut-être qu'il faudrait, les gays d'un côté et les personnes hétérosexuelles de l'autre? Point d'interrogation. Ouais, bah, tu vois, par exemple, c'est ce qu'on me dit souvent: «Pourquoi tu fais pas des cercles d'hommes?» Alors des cercles mixtes, tout simplement avec des hommes et des femmes, parce qu'en fait, je pense qu'il y a déjà une première étape à faire entre hommes Mmh. et aussi entre femmes, pour se réapproprier certaines choses et même si on a peut-être des blessures collectives, il y a aussi des blessures qui sont très individuelles, qu'on ne partage pas forcément et c'est déjà mettre en conscience un petit peu ces blessures, retrouver une posture juste par rapport à ça et derrière, en effet, aller vers des cercles mixtes une fois qu'il y a une communication, une vraie vulnérabilité et on peut vraiment se rencontrer, ça va être beaucoup plus évident. Mais si on arrive déjà avec nos blessures, que le travail n'a pas forcément été fait et qu'il y a des a Ouais, priori, c'est hyper confrontant et puis, on peut se retrouver dans une bataille de, «Je t'en veux pour ça, tu m'en veux pour exactement. ça» On reste dans les et mêmes vice ce qu'on versa, tu connaît vois? déjà finalement, parce qu'on le voit aussi, hein, dans les couples Complètement. hétérosexuels, il y a un gap, un écart énorme d'informations et donc bah, voilà, souvent en plus, il y a cette envie que, allez, les hommes se mettent, en route, font le boulot donc là, si on leur laisse cet espace, qu'ils commencent à travailler sur eux, puis que plus tard, effectivement, il y ait des cercles mixtes, une fois qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont avancé, c'est plutôt pas mal et d'ailleurs, justement, aussi dans les couples, il y a souvent alors là, c'est plutôt des femmes qui vont me dire, en fait, elles ont le sentiment d'être, voilà, maintenant qu'il y a la relation qui est bien établie, elles se sentent pour acquises, que les hommes ne font plus les mêmes efforts qu'avant, que d'ailleurs elles voient aucun effort, qu'ils font pas d'effort pour planifier des moments romantiques, pour s'habiller, pour, je sais pas, avoir des petites attentions, les prendre tendrement dans les bras sans arrière-pensée. Quel message tu as pour ces hommes qui, ne font plus d'efforts? Alors j'ai un message pour les 2. Parce que tu as les hommes et tu as les femmes et puis en fait, parfois tu remarques, moi je l'ai vu en cercle d'hommes, que de l'autre côté aussi, tu as des hommes aussi qui se sentent pour acquis
ou qui ont perdu un petit peu dans leur couple la femme qui était peut-être fatale au début ou qui était un peu séductrice et qui a en fait à transmuter entre l'archétype de l'amoureuse à l'archétype par exemple de la mère et qui Bien vu. pense plus forcément à l'homme et tu vois Ouais, ce que je bien veux vu. dire donc ça va dans les deux sens mais vice versa tu l'as aussi du côté des hommes Mais là, on s'adresse aux et hommes. c'est Je ouais Non, on non, t'as s'adresse aux raison, hommes vas-y. complètement où en fait, tu as un moment où tu es un peu comme une bonne équipe, en tout cas si ça tourne bien, et tu trouves une forme de complicité, une forme même d'amitié au sein de la relation, mais il y a une forme de perte d'intimité où il n'y a plus forcément la tension qui vient aussi créer du désir. Et puis tu as des hommes qui parfois, avec l'âge, se laissent aussi complètement aller, même je dirais en termes d'hygiène corporelle, d'hygiène physique Mmh. ou de pratique. Et puis des fois, tu as même un décrochage en termes d'élévation de conscience où tu as des femmes qui avancent, qui font un travail sur elles, et le partenaire qui met beaucoup de temps à rejoindre ou qui ne rejoint pas, ce qui fait qu'il y a en fait une fois de plus de monde qui se côtoie plus et la femme peut avoir l'impression qu'en fait, étant donné que un couple c'est une unité et qu'on avance à deux, s'il y en a un qui fait pas le travail ou qui fait pas la route, il se désengage tout simplement de la relation Oui. et il prend plus forcément la relation au sérieux et il partage plus forcément la même vision de croissance ou de développement de soi. Et à partir de là, on peut se dire, mais en fait, je suis prise pour acquis. En fait, il fait plus forcément d'efforts parce qu'en fait, il y a des habitudes qui sont bien installées. Et si au début j'étais vu comme j'étais dans tous mes détails, aujourd'hui j'ai l'impression d'être presque invisible ou j'ai l'impression qu'il en a que pour les enfants ou que pour son Mmh. travail. Donc en effet, il y a une piqûre de rappel où il y a un moment, il faut se rappeler que la relation de couple, c'est un jardin qu'il faut entretenir parce qu'il y a beaucoup de mauvaises herbes qui poussent très rapidement et que la communication, elle est importante, la compréhension de l'un de l'autre, elle est importante, l'expression de soi et de ses différentes facettes aussi, elle est importante, mais que ce désir, cette intimité, il se travaille tout le long. Mmh. Ouais, des piqûres de rappel sans cesse, hein, effectivement, que c'est prendre soin, hein, la relation et j'aime bien cette métaphore, du jardin, c'est vraiment d'en prendre soin. Un jardin, c'est pas on l'arrose une fois et puis ça y est, on a un très beau jardin pour pendant 10 ans, 30 ans, 50 ans, vous voyez l'image? Donc c'est la même chose pour votre relation et ces piqûres de rappel, elles sont importantes parce qu'il y a encore trop d'hommes, encore une fois, qui se réveillent trop tard. C'est-à-dire qu'en séance, il y a le couple qui vient un peu en dernière minute. Alors ça, on n'aime pas trop ce genre de Ouais. couple parce que c'est vraiment pas l'idéal, mais viennent en dernière minute et genre, voilà, vous êtes notre dernière béquille. Mais surtout la femme qui va dire: «Bah, moi, ça fait des années et des années que je demande à ce qu'on fasse une thérapie, à ce qu'on en parle à quelqu'un» et il me disait: «Non, on va se débrouiller tout seul, on va trouver des solutions ensemble, on va pas parler de notre intimité à quelqu'un d'autre» et puis là, se réveillent, ils viennent en thérapie parce que la femme a posé l'ultimatum, «On va se séparer, quoi. Vite, vite, vite!» Ouais. Ça, en général, tu vois, ça fonctionne pas quand l'homme a envie de déplacer le problème en se disant: «On va trouver des solutions ensemble et je vais peut-être, je sais pas, m'autoproclamer, coach ou confident d'un Ouais. coup dans la relation et on va pouvoir avancer». En général, c'est que c'est quelque chose qui nous dérange et qu'on a envie de procrastiner et pour rassurer la personne sur l'instant T, on va lui dire verbalement: «On va trouver des solutions, mais on n'a pas besoin de thérapie». Et tu vois, j'ai beaucoup d'hommes parfois qui m'écrivent sur Instagram et qui me disent: «Bah, là, je suis un peu à la dernière étape et je pense qu'on va prendre un sexologue ou un sexothérapeute parce qu'en fait, là, c'est compliqué, même le dialogue est compliqué, on se retrouve plus du tout et notre couple est à deux doigts d'exploser». Je pense que les hommes, on est mauvais pour voir les red flags, ça, on le sait tous, le masculin est très mauvais pour ça et on Il met veut pas beaucoup de temps voir. à se réveiller, mais quand on n'a pas envie de voir, ouais. Mais on n'a pas envie de voir ce qui est un petit peu dérangeant, inconfortable et surtout dans l'intimité. Mais on en revient un petit peu, tu sais, à la connexion de ses sens, de ses émotions, à l'expression de cette vulnérabilité. On n'est pas à l'aise avec, donc à partir du moment où on n'est pas à l'aise avec, on préfère le mettre de côté en serrant un petit peu les dents et en espérant que ça va passer. Mmh. Sauf que ça fonctionne jamais comme ça. Et puis un couple, ça se fait à deux. Donc il y a ce moment où en fait, en dernier recours, on a recours à un thérapeute pour pouvoir avancer. Mais à ce moment-là, souvent il est trop tard. Donc je pense il y a un engagement, une responsabilisation à faire qui est en fait quand mon couple va pas bien. Alors oui, il faut en parler, il faut communiquer, mais il faut pas hésiter à prendre une aide extérieure qui va pouvoir parce que en fait dans le couple on a nos insécurités, on a nos reproches, on a tout ce qu'on va projeter. C'est difficile de se faire son auto coaching ou son autothérapie tout seul. Et même quand tu es thérapeute ou coach, c'est très très compliqué. Donc c'est important d'avoir une personne tierce ou un espace tierce qui va permettre de venir déposer les choses, de désarmer tout ce qui doit être désarmé pour pouvoir parler des sujets douloureux. Et pour les femmes, tu vois, j'ai envie de dire, il y a un moment où ces conversations qui sont désagréables et difficiles, elles sont importantes à avoir, même si ça se solde comme des ultimatums, parce que en fait, c'est tout à fait normal. On ne peut pas concevoir de rester avec une personne pendant 10, 15, 20 ans qui est complètement verrouillée et fermée et avec qui finalement on n'est pas heureuse en fait, et avec qui finalement on se sent pas non plus respecté ou honoré en tant que femme, et vice Mmh. versa. Ouais. Oui et tu as raison et même nous, en tant que thérapeute, on fait appel à des psys, on fait appel à des thérapeutes de couple parce qu'on va pas s'auto-proclamer et être un peu dans une posture de «moi je sais, je sais mieux que l'autre». Non, des fois, on est la tête dans le guidon comme tout le monde et on a besoin, d'aide extérieure, sans dire forcément que ce soit catastrophique parce que souvent on pense qu'il faut attendre que ce soit catastrophique. Moi, je recommande souvent et c'est ce que j'ai fait dans mon couple, Au dès le contraire. début de la relation, comme ça, c'est quelque chose d'ancré, c'est quelque chose de normal même de faire appel à quelqu'un. On le fait quand tout va bien et on le fait
quand on a besoin d'un petit coup de pouce aussi. Complètement. Mais tu sais, moins il y a d'antécédents et mieux c'est parce qu'on a une base qui est beaucoup plus mobile en fait, qu'on peut plus Mmh. bouger. Et plus il y a d'antécédents, des années de couple, et il y a de la rancœur, il y a des personnes qui sont aigries, qui s'en veulent vraiment, et plus c'est difficile de faire bouger on va dire l'entité du couple. Mmh. Donc je pense qu'au plus tôt c'est fait, au plus tôt c'est mis en conscience, et au plus tôt on en parle et on prend une action par rapport à ça, et au mieux c'est. Ça veut pas dire que c'est pas parce que ça fait 20 ou 30 ans qu'on est en relation de couple et qu'on a déjà essayé beaucoup de choses qu'il faut rien faire. Mmh. Je pense qu'il faut rester dans une démarche active, et c'est important, mais voilà, je veux dire, il n'y a pas d'âge pour prendre un thérapeute. Non. Moi, tu vois, comme je suis un homme, c'est seulement à partir de 31 ans où je me suis dit, en effet, sous les conseils de ma partenaire et de certaines personnes, bah, peut-être que prendre une thérapie, ça me ferait du bien, parce que j'ai aussi des choses à traiter, même si je fais des cercles d'hommes, même si j'ai un cheminement dans le développement personnel ou même dans le chamanisme, c'est pas pour autant que je connais tout, et j'ai besoin aussi d'être accompagné. C'est ça, ouais, et c'est ce qu'on dit même dans la thérapie, hein, qu'on soit supervisé, qu'on soit accompagné, on n'est pas des super humains, on est des humains, donc on Ouais. fait comme on peut. Et tu disais, quand voilà, souvent les hommes, c'est on veut pas voir le truc, on veut pas voir les red flags. Est-ce que c'est parce qu'il y a des peurs aussi, je suis pas à la hauteur, ou alors je suis pas un homme si j'arrive pas à m'en sortir tout seul, ou alors, je suis honteux d'exprimer que j'ai besoin d'une aide, en fait? C'est quoi exactement ce qui se passe? Bah, je pense que tu l'as dit. Je pense qu'il y a peur de pas être à la hauteur. Je pense qu'il y a peur d'être sur un terrain glissant, qu'on a du mal à maîtriser, qui est complètement incertain et qui nous fait peur, et qui peut amener à une rupture, parce qu'on va vraiment se dire des choses qui peuvent pas confronter une fois de plus, mais qui sont nécessaires pour faire évoluer la relation de couple. Il y a, euh, il y a peut-être ce côté de la vision de couple linéaire, ça doit fonctionner, et s'il y a un problème, c'est que c'est pas forcément la bonne personne, on n'est pas compatible, mais on serre les dents parce que bon, bah, visiblement, je suis avec toi, donc on continue. Donc il y a aussi, tu vois, je te disais, reformuler sa vision de la sexualité, de l'intimité, mais même du couple en Mmh. fait. Parce qu'aujourd'hui, on a une vision du couple un peu hollywoodienne de bah, l'intensité, et puis ça doit fonctionner, et puis ils vécurent heureux et ils ont eu plein d'enfants. Alors qu'un couple, c'est des moments de tornade, de tempête, c'est des phases de contraction, des phases d'expansion, des phases de remise en question. C'est des fois des accords qui vont changer parce que bah, les deux évoluent, et l'identité des personnes évolue. Donc c'est un chamboulement en permanence. Oui, bien sûr, il y a des phases qui sont un peu plus douces, mais c'est important, voilà, d'être prêt à affronter les choses, et de le faire avec sa partenaire, et de pouvoir une fois de plus les nommer, et de se dire ok, on engage quelque chose qui est important pour notre Mmh. couple pour aller de l'avant. Ouais, nommer les choses, parce que certains couples peuvent dire des fois avec fierté: «Ah mais nous on se dispute jamais, tout va bien, il y a pas de conflit». Ça, c'est ceux qui ont peur du conflit qui disent ça. Complètement, ou c'est les personnes qui ont vendu qu'une version à leur partenaire et Oui, qui sont cantonnées à une version et ont peur de sortir un petit peu du cadre, alors qu'ils sont tellement plus que ça. ouais, donc ça empêche vraiment une relation authentique, en fait, aussi. Oui. Mmh. Et s'il n'y a pas de dispute, il y a un moment, tu sais, la dispute dans la communication, c'est nécessaire. Même si on aurait l'impression que c'est quelque chose de pas sain, parce qu'on vient peut-être s'embrouiller sur certains sujets, c'est ce qui permet de faire évoluer les choses, et c'est ce qui permet une fois de plus d'expliciter ses besoins, de les faire comprendre dans une approche bien sûr non violente, Oui. mais de vraiment faire évoluer les choses, quoi. Oui, oui, parce que ça peut être ce genre de couple où, ah bah, on avait ses amis, ils se disputaient jamais, puis soudainement, au bout de 20 ans, ils se sont séparés, on n'a rien compris, on n'a rien vu, on n'a vu aucun signal. Bah oui, ils étaient peut-être un petit peu là-dedans. C'est un cas pratique qui arrive souvent, je Ouais, pense. et tu parlais pas mal de blessures aussi tout au long, de l'épisode, et toi, dans le contexte de tes formations, des accompagnements, quelles pratiques tu as trouvé les plus transformatrices et transformatives pour que les hommes puissent guérir justement de leurs blessures et avancer sur leur chemin? Très bonne question. La respiration. Tu sais, je suis instructeur breathwork, donc respiration par le souffle. Donc c'est une thérapie qui te permet en fait tout simplement d'aller libérer des émotions qui sont non vécues, et donc une forme de charge résiduelle que tu portes depuis l'enfance, et qui te permet en fait de revenir sur des mémoires, sur des dossiers que tu t'es pas forcément permis d'exprimer parce qu'il n'y avait pas la place, une fois de plus, ou c'était pas forcément reconnu. Et grâce à la respiration, ça va te permettre tout simplement d'aller le libérer. Alors ça se fait pas en une session, mais c'est un outil qui est hyper puissant. Et souvent je suis confronté face à des hommes qui vont libérer de la colère, de la rage, ou une forme de violence inouïe pendant la session, ou beaucoup de tristesse comme un puits sans fin en fait s'en font. Et ça, je trouve que c'est un outil hyper puissant. Après, j'ai des outils qui vont être différents, comme le men's work, où par exemple j'aime beaucoup travailler en confrontation avec un jeu qui est un petit peu pervers, un peu sadique, mais qui est le jeu des mots, où en fait ils sont en rond, et ils sont en cercle, et ils vont chacun tirer un mot, et ces mots sont des qualificatifs comme pervers, violeur, Mmh. manipulateur, provocateur, passif, lâche. Et donc c'est tout simplement qu'est-ce que ça vient dire de toi, c'est quoi l'histoire que tu as en commun avec ce mot. Si tu le reconnais pas, ben, tu peux le passer à quelqu'un d'autre, donc il y a un travail de confrontation une fois de OK. plus, mais en même temps c'est parce que tu le reconnais pas. Si tu le reconnais et que ça te dérange de le garder, ben, garde-le, parce que tu as sûrement une histoire à raconter par rapport à ça. Donc c'est aussi, tu vois, se responsabiliser par rapport à ce mot.
revoir la situation, mais de manière plus adulte et dans une énergie de cercle d'hommes. Et ça, c'est un travail qui est très confrontant, mais qui vient vraiment mettre aussi en lumière un petit peu nos ombres, ce qu'on a tendance ce qu'on a tendance, je le refais, à cacher. Moi, tu vois, un jour, on sort de la salle de bain avec ma partenaire Chloé, et un jour, elle me dit, en fait, tu sais, Chris, t'es aussi un prédateur. Et souvent, et sur le moment, je prends vraiment une baffe et je me dis, mais quoi? C'est parce que je le reconnaissais pas du tout en moi. Et là, elle commence à me dire, en fait, toutes les situations où il y a ce moment où j'ai projeté cette énergie de prédateur, où je me suis comporté comme un prédateur. Et sur le moment, tu vois, ça m'a fait mal, mais en même temps, ça me faisait mal parce que c'était T'as pas inconfortable à envie l'intérieur de de ouais, t'as moi. pas envie Mais qu'on pense ça de toi. tout simplement, ouais, tout simplement. Et puis même moi, de penser ça de moi-même, Mmh. c'est comme si d'un coup j'avais honte, je culpabilise, il y a plein d'émotions qui remontent, tu vois. T'es pas du tout confortable avec. Et en fait, quand j'ai vécu ça, ça m'a permis un peu de le transmuter, de me dire, mais en fait, les hommes, on a besoin de cette sincérité radicale. Même si ça nous dérange, même si ça vient nous confronter, on a besoin qu'on nous dise les choses, on a besoin qu'on se dise les choses à nous-mêmes pour les affronter, pour les reconnaître, mais pour les réintégrer d'une manière beaucoup plus juste. Parce que le prédateur, on en a besoin d'une certaine façon, tout dépend de ce que j'en fais. S'il me permet d'évoluer, d'être plus compétitif, mais pour me découvrir, pour apprendre à me connaître, pour permettre à ma famille aussi d'avancer, très bien. S'il me permet par contre d'être dans une énergie libidineuse qui profite des gens ou qui abuse des gens ou qui respecte pas le consentement des gens, là c'est une autre chose et c'est à moi de faire le travail pour le réintégrer à une place juste. Waouh. Et là, pour les hommes qui nous écoutent et qui, ont envie alors il y a eu plein de choses concrètes, mais là qui se disent: «Ouais, effectivement, OK, j'ai compris, il faut que je puisse, communiquer des choses, avec ma partenaire, mes partenaires et cetera». Par où je commence? On a dit plein de choses, mais là peut-être, en ressortant là de cette écoute, quelque chose, une action concrète qu'il pourrait faire? Ouais. Revenir un petit peu sur sa vision de soi et de sa vie et de l'énergie même qu'on projette à l'extérieur et de comment on a envie de se comporter avec soi-même, avec les autres. Vraiment prendre un temps, peut-être d'introspection d'une demi-journée ou d'une journée même en Ouais. nature et revenir sur notre vie, sur les grandes thématiques de notre vie, voir ce qui nous convient pas, voir ce qui nous convient, voir là où il y a des plus et des moins, voir les boulets aussi qu'on se traîne et qui nous font mal, voir les conversations désagréables qu'on a besoin d'avoir avec des personnes qui nous dérangent ou nous respectent pas, mais pour remettre leur place, pour les remettre à leur place, pour remettre les choses dans une place juste, tu vois, tout simplement, mais vraiment revenir un petit peu sur sa vision de vie. Et dans cette vision de vie, on peut revenir sur la vision de la virilité, de la sexualité, des rapports dans le couple, de l'intimité, mais refaire un petit peu un point, un peu un premier point, parce que c'est vraiment déjà un premier point de mise en conscience en fait de ce qui va et de ce qui va pas et de ce que j'ai envie d'améliorer. Et une fois que j'ai pris conscience de ça, ce qui va être important, c'est l'intégration, c'est vraiment de pouvoir l'incarner, c'est de pouvoir mettre en place des actions concrètes en place pour évoluer. Donc factuellement, qu'est-ce que je vais faire maintenant pour moi déjà, parce que c'est la première personne que je dois soigner, qui doit trouver sa souveraineté, c'est moi en tant qu'homme, mais qu'est-ce que je vais faire aussi pour mes enfants, pour mon couple, peut-être pour mon entreprise, pour une situation qui est un petit peu compliquée avec un associé, qu'est-ce que je vais faire concrètement. Donc c'est prendre vraiment ce temps, une journée, d'introspection, de regarder les choses qu'on a généralement, comme tu disais, pas envie de voir parce que ça nous questionne, ça nous met des doutes. Mais en fait, confrontez-vous à ces doutes, prenez le temps d'être dans l'inconfort aussi pour vous poser les bonnes questions. C'est vraiment ça l'idée. Oui, c'est ça. OK. Tu vois, c'est bien que tu le dises parce que je regarde que je vois qu'en fait, souvent, on se pose des mauvaises questions qui viennent révéler des insécurités et qui viennent invalider des choses ou qui fait qu'on va être très dur avec nous-mêmes et on va se juger et avoir ce temps d'introspection, même si on pourrait se dire, bon, introspection, c'est plutôt féminin, c'est les femmes qui font de l'introspection. Non, en tant qu'être humain, on a tous besoin de faire un petit peu son introspection. Le tout, c'est de se poser les bonnes questions, celles qui font vraiment avancer, celles qui viennent pointer du doigt des situations qui sont délicates, mais qu'on a besoin de confronter, qu'on a besoin de voir et de défaire pour tisser quelque chose de nouveau au bout d'un moment. Et si on veut faire un travail qui est juste et honnête par rapport à soi, il faudra au bout d'un moment se confronter à des choses qui sont douloureuses. Peut-être par rapport à son père ou à sa mère, peut-être à ce que je vis en ce moment dans ma relation de couple avec ma partenaire, ça va faire partie du chemin. Super, ouais, et cette introspection où tu disais, voilà, on l'attribue plus, aux femmes comme l'écriture, mais en fait, maintenant de plus en plus, je demande aux hommes d'écrire et tu vois, là, quelque chose de concret que je pourrais partager, c'est des gratitudes, surtout par rapport quand il y a de la frustration, qu'on voit, que du négatif. L'exercice de gratitude, tous les soirs de se poser, trouver quelque chose de positif dans sa journée ou de positif vis-à-vis de sa relation, ça va aider à renverser la dynamique, à même se sentir plus détendu et donc, vous aussi, en tant qu'homme, vous pouvez prendre ce temps pour penser à vous, prendre ce temps pour écrire et donc pour, extérioriser un peu, pour déposer ça quelque part et continuer votre chemin. Mmh. Complètement. Tu sais, c'est bien parce qu'on est en train de tourner l'épisode, je sais pas si tu le garderas dans Ouais. l'épisode, mais on est en novembre et c'est Movember, Ah oui. donc c'est la santé masculine, la Mmh. sensibilité chez les hommes, le suicide. Donc en tant qu'homme, tu vois, je parle souvent de souveraineté, mais c'est à nous de prendre en charge notre propre souveraineté, qu'elle soit émotionnelle, mentale, physique, spirituelle
ou relationnelle, tu vois, financière même, mais c'est à nous de le faire. On ne doit pas attendre de quelqu'un qui le fasse à notre place, on ne doit pas attendre que notre partenaire se mette en coach Mmh. ou flic ou en parent autoritaire pour nous dire comment en fait faire les choses et être un bon mari. C'est aussi à nous, j'allais dire un mot un peu vulgaire, mais je le dirai pas là, de nous sortir voilà, les doigts Ouais. pour pouvoir avancer et faire notre part du Ouais, job. c'était vraiment ça l'idée, donc cet épisode sort en janvier, mais tout voilà, novembre, ça parle quand même, November, ça parle beaucoup, donc c'est important de le garder, mais c'était vraiment, en fait, secouer, se bouger, voilà, ça enlever les doigts des voilà et d'avancer, par rapport à ça et de se prendre en main et on est des adultes, quoi, donc de prendre sa place d'adulte aussi dans la relation. Plutôt ultra positif, là, tout ce qu'on a partagé, dans cet épisode où effectivement, comme toi, je vois beaucoup d'hommes qui sont en chemin et ça fait du bien. C'est que le début, on sent bien que c'est que le début. Il faut un peu de patience aussi de l'autre côté, comme on disait. On prend les choses, vaut mieux mettre des bonnes bases solides, qu'on prenne le temps pour ça. Mais ça avance. Et pour ceux qui sont pas encore totalement prêts, bah, prenez le temps d'écouter ce genre de podcast. Ça va faire son petit bout de chemin, introspecter et vous allez suivre. Vous allez suivre à votre rythme. C'est ça le plus important vraiment. Complètement. C'est la petite graine qu'on dépose, mais qui fait son chemin tout seul. Voilà. Merci Chris. Où est-ce qu'on peut découvrir un petit peu plus ton travail? De rien, Camille. Alors, principalement sur mon podcast, c'est là où je suis le plus, je dirais, régulier et actif, donc l'éveil du masculin, où je parle des problématiques qui touchent les hommes. Ça peut être, une fois de plus, la sexualité, le couple, ça peut être le biohacking, le dépassement de soi, l'exploration de soi. Je suis aussi présent sur Instagram, et c'est là où, en fait, j'ai un petit peu tous mes liens, où je propose mes formations, mes cercles d'hommes, j'ai des programmes aussi sur la relation de couple avec ma partenaire. Donc, c'est là où on peut me retrouver sur Chris Odd, donc Chris, tout simplement, 2-du-bas, AUD, et donc voilà. Super. Et c'est en ligne et en présentiel, tout ton travail? C'est alors majoritairement en présentiel pour les cercles d'hommes et les formations, OK. parce que pour moi, c'est important, de pouvoir expérimenter les choses et concrètement de se voir et d'être vraiment dans la matière. Mais, tu vois, par exemple, les programmes, ils sont en ligne, la formation que je fais, elle est en partie en ligne et ça m'arrive aussi de faire des cercles d'hommes en ligne sur des thématiques. J'ai déjà fait un cercle d'hommes sur, je crois la figure paternelle, sur aussi la sexualité, donc des fois je propose des thématiques de manière assez spontanée et c'est souvent des cercles d'hommes gratuits où les personnes peuvent tout simplement s'inscrire et participer pendant 2 heures. Génial, donc voilà, plus d'excuses par rapport à s'informer, s'éduquer, prendre la petite graine comme ça, il y a plein de choses qui existent, donc allez-y. Merci beaucoup Chris. Je te remercie Camille.